Donc, on va passer à un témoignage maintenant. Donc, on va retourner dans le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté pour faire témoigner les acteurs et plus particulièrement les coopératives forestières qui agissent à leur niveau pour faire face à la crise que subissent les propriétaires forestiers. Et donc, je vais laisser la parole à Alain Jacquet, qui est directeur de la coopérative forestière Forêt et Bois de l'Est. Écoutez, je vais commencer mon propos en essayant de contextualiser un petit peu le sujet avec un petit focus très très rapide sur ce qu'est une coopérative forestière, parce que je pense que c'est un modèle qui est connu, mais en même temps pas très connu dans ses détails. C'est une société à capital variable dans laquelle tout propriétaire forestier peut entrer ou sortir de façon relativement souple, avec quand même un minimum d'engagement. L'adhésion à une coopérative suppose que le propriétaire forestier prenne un engagement d'activité avec la coopérative et en contrepartie, cette coopérative doit équité et transparence à ses membres. Donc sa gestion est une gestion démocratique, c'est un homme, une voix. Chose importante, les profits que génère la coopérative sont distribuables à ses membres au prorata de leur activité et pas de capital détenu. Et enfin, les bénéfices mis en réserve sont impartageables. Alors, ça vous paraît peut-être un petit peu décalé par rapport aux propos, mais c'est important, je crois, de connaître pour imaginer comment on intervient au sein de la filière et notamment dans ces phénomènes de crise. Donc une coopérative forestière, c'est une entreprise économique, clairement. Ce n'est pas un opérateur lambda, c'est une entreprise qui a des buts exclusivement collectifs pour l'ensemble de ses membres et au-delà de ses membres, pour la collectivité des propriétaires forestiers. Voilà, je m'arrête là sur cet aspect-là. Un autre élément de contexte important, c'est la structuration du marché, la façon dont le bois est mis en marché par les propriétaires forestiers. Seuls un peu plus de 40% des bois vendus dans le grand quart nord-est de la France le sont à travers des structures organisées, soit des coopératives, soit des experts forestiers, soit d'autres intermédiaires. Près de 60% des propriétaires vendent directement leur production à des négociants ou des sieurs. Et une partie importante d'entre eux n'ont pas de démarche de gestion. C'est donc, comment dire, des ventes d'opportunités ou par obligation. Donc ces propriétaires-là sont en prise directe avec le marché. Et au sein des propriétaires forestiers qui sont organisés ou qui font appel à un professionnel de la gestion forestière et de la commercialisation, seuls 20% des volumes vendus au global de la forêt privée dans le quart nord-est le sont par des systèmes de type contrat d'approvisionnement. 80% des volumes de bois de la forêt privée sont donc soumis à l'extrême volatilité des marchés et subissent gravement les crises et les baisses de demande qui en découlent. Ça, c'est un élément important à avoir en tête, puisque ça peut expliquer pourquoi c'est très difficile dans le cadre de crises comme celle qu'on vient de vivre, de trouver, d'avoir une vraie politique en matière d'organisation du marché au sein de la forêt privée. Dernier focus très rapide, on compte grosso modo 70 à 80 000 propriétaires forestiers de plus de 4 hectares dans le grand quart nord-est de la France, donc schématiquement Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, seulement 15% de ces propriétaires forestiers sont regroupés ou font appel plus généralement à un homme de l'art. Donc ça montre dans quel contexte on est par rapport à cette organisation. Alors venons-en maintenant aux crises, et j'ai voulu faire un comparatif ou rapprocher deux événements que j'ai personnellement connus et gérés au sein de la coopérative que je dirige. C'est d'un côté les conséquences de l'OTAR en 99 et là depuis 2018 la crise Covid. C'est bien évidemment deux crises qui sont très différentes dans leur nature, mais elles ont finalement des conséquences par rapport à la forêt privée qui sont identiques.
ou globalement identiques. On assiste à un surplus de bois sur le marché relativement brutal. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous imaginez bien de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est se concentrer essentiellement sur une essence, mais on dépasse largement les possibilités locales de transformation du bois de par l'importance de la crise. La forêt publique et les clients, les utilisateurs, transformateurs se sont organisés relativement rapidement. C'est ce qu'a montré tout à l'heure Jean-Pierre Renaud. Ça a été la même chose en 99 que ça l'a été là. Et les forêts privées, elles, sont restées en majorité livrées à elles-mêmes, sauf celles qui pouvaient avoir un appui par leur gestionnaire ou par une organisation effectivement armée pour cela. Donc une adaptation du marché s'est opérée dans un cas comme dans l'autre, sans aucune régulation évidemment. Et finalement, les propriétaires forestiers majoritairement laissés à eux-mêmes ou ayant l'habitude de commercialiser en faisant appel à la concurrence du marché, en vendant des bois sur pièce, se sont retrouvés totalement démunis par rapport à ce phénomène. Alors comment, au stade de Forêt-Bois de l'Est, nous avons agi, ou plus généralement au niveau des coopératives forestières, parce qu'on a une habitude de travail en réseau assez important. On a dans les différents cas de figure fait des propositions très très concrètes et rapides au pouvoir public. Bon, je ne vais pas les détailler là, mais euh, concernant la crise du scolyte par exemple, on a été à l'initiative, alors pas tout seul évidemment, mais on a un petit peu déclenché le mouvement pour imaginer ou faire imaginer au pouvoir public la nécessité d'une aide à l'exploitation et à la commercialisation. Parce qu'on a identifié très très tôt, fin 2018, que ça allait être un élément important de pouvoir évacuer le bois de nos régions dans des zones où on n'a pas l'habitude de les envoyer. Et puis les coopératives ont été aussi un peu à l'origine du dispositif de l'appel à manifestation d'intérêt sur le renouvellement forestier. Voilà, je ne vais pas détailler plus, mais c'est une de nos caractéristiques, de par l'organisation qu'on représente, de pouvoir faire des propositions concrètes. Et on a eu la satisfaction ici d'avoir été entendu, écouté, puis après relayé par d'autres acteurs avec qui on a pu travailler sur ces sujets. Un autre élément important qui a fonctionné de la même façon après 2000 que là depuis 2018. En 2000, on avait la même problématique d'évacuer du bois hors de la région. On avait une autre chance qu'aujourd'hui, c'est que les pays voisins de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche, du Benelux étaient beaucoup moins impactés que nous, donc avec une industrie forestière extrêmement importante et consommatrice. Donc on a pu organiser des flux logistiques et là on a favorisé les transports fluviaux qu'on a vraiment développé beaucoup à l'époque sur la Moselle et l'Allemagne. Cette année, Jean-Pierre Renaud en a parlé aussi tout à l'heure, nous avons développé en collaboration avec l'Office des forêts, Forêt Bois de l'Est et puis les deux coopératives COFA et COSILVAL, des flux de l'Est vers l'Ouest de la France, notamment des flux ferroviaires importants qui aujourd'hui amène à constater que au sein des trois coopératives, notamment Forêt-Bois de l'Est, on a pu déjà évacuer 215 000 m3 de bois par ces moyens-là. Et on a tout ça dans un contexte où on a doublé nos volumes d'exploitation, alors ce qui reste évidemment modeste par rapport à l'ensemble du problème, mais qui est en mettre en rapport avec notre poids relatif dans la commercialisation du bois de la région. Alors, il vous reste 2 minutes pour rester dans les 10 minutes. Oui, je vais essayer de faire très vite. De la même façon, on a mobilisé des moyens d'exploitation, donc je ne vais pas m'attarder plus que ça, soit à travers des entreprises étrangères, soit au sein du réseau des coopératives.
Là également, Jean-Pierre Renaud a parlé, nous travaillons en collaboration avec l'aide des régions sur le développement de plateformes de stockage. Alors c'est le cas d'à Regisheim en Alsace, et puis on travaille également avec l'échelon franc-comtois sur la zone de Vulsin près de Pontarlier. Et maintenant, notre sujet, c'est évidemment l'enjeu du renouvellement forestier. Donc auquel on s'est intéressé dès l'origine, c'est-à-dire quand on a réalisé des exploitations forestières, on l'a fait en ayant en tête qu'on devrait derrière ça exploiter les parcelles, d'où notre nécessité d'évacuer des bois d'industrie en quantité suffisante et ne pas laisser ce bois-là sur les parterres de coupe, ce qui aurait empêché les exploitations. Nous avons répondu de façon importante à l'AMI renouvellement forestier. Aujourd'hui, nous avons anticipé et préparé notre force de frappe pour réaliser les opérations de reboisement, de préparation de sol, etc. Et ça fait plus d'1 an qu'on travaille sur ce sujet-là. À la fois avec des ressources internes et aussi avec des entreprises partenaires. Et puis, nous avons aussi pris soin de sécuriser nos approvisionnements en plan depuis également plusieurs mois, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de répondre aux objectifs qu'on s'est fixés et avec lesquels on a pris des engagements dans le cadre de l'AMI pour reconstituer au maximum les forêts de nos adhérents et plus largement des propriétaires forestiers du quart nord-est. Voilà, notre objectif, c'est grosso modo 1 million de plants par an, soit un x4 par rapport à ce qu'on fait habituellement, et ce qui est dans les proportions de ce qu'on avait fait après la tempête Lothar, même un peu plus aujourd'hui, évidemment. Voilà, et juste pour conclure, une dernière diapo. Le message que je voulais faire passer, c'est que accélérer le regroupement des propriétaires nous apparaît, nous, souhaitable. Effectivement, on y travaille, c'est notre essence même, mais on constate que finalement, sans le regroupement dans ces périodes de crise, eh bien, les propriétaires forestiers ont énormément de mal à pouvoir tirer leur épingle du jeu. C'est un moyen de coordonner des actions, de réguler le marché pendant et après les crises, hein, d'avoir un raisonnement de filière et pas seulement un raisonnement d'opportunité. On va en parler dans les mois qui viennent avec des concurrences internationales qui se font de plus en plus importantes. C'est une façon de sécuriser des ressources humaines pour les travaux, que ce soit des travaux d'exploitation ou travaux de reboisement. Et c'est finalement créer plus de valeur sur le territoire pour mieux la répartir. Nous, on pense qu'un objectif de passer aujourd'hui de 23% de taux de regroupement de la forêt privée dans notre grande région ou dans nos grandes régions à 50% serait un objectif réaliste, raisonnable et avec des conséquences extrêmement significatives sur la structuration de la filière. Alors ça ne va pas se faire en un jour, etc. Il y a beaucoup de forces contraires qui empêchent ce développement, mais on appelle un petit peu toute la filière et les pouvoirs publics à réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, c'est un modèle qui a fait ses preuves dans une situation de crise majeure. Ça s'est bien passé après Lothar, ça s'est bien passé là aujourd'hui après la crise des scolites. Et on pense donc que pour la prochaine, il serait souhaitable de progresser encore. Voilà, merci beaucoup. Parfait, merci. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais on a quand même des questions qui sont très intéressantes. Eric Séverin pose cette question. Comment est-ce que se fait l'information des propriétaires qui sont touchés par la crise scolite pour qu'ils travaillent en lien avec un gestionnaire qui peut les aider, ces propriétaires, dans leur démarche? Alors, on a, nous, déjà, au sein de nos structures, une occupation de terrain très importante avec des techniciens forestiers qui agissent dans tous les secteurs de nos zones d'intervention. Donc, on est en contact avec beaucoup de propriétaires forestiers et dans le cadre de crises comme celle-ci, on va au-devant d'eux lorsqu'on constate qu'ils ont des besoins à résoudre. Ensuite, on travaille de façon très étroite avec
avec des organismes comme le CRPF notamment, qui lui aussi est un vecteur important d'information auprès des propriétaires forestiers et de conseils. On peut citer également dans certains départements les chambres d'agriculture qui ont des conseillers forestiers qui agissent dans le même sens. Bien, merci. Je vais prendre cette question intéressante aussi. On a tous besoin, enfin les gestionnaires ont besoin de plants en grande quantité en ce moment. Et est-ce que vous avez une action concertée avec les pépiniéristes pour l'approvisionnement en plants? Une question de Xavier Bartet. Ah, totalement. Concernant Forêt-Bois de l'Est en particulier, je ne pourrais parler que de nous. On a déjà conclu, nous, des contrats avec l'ensemble des pépiniéristes locaux et certains pépiniéristes extérieurs à la région pour sécuriser l'intégralité de nos besoins en plan pour les 3 années à venir. Mais on peut le faire, excusez-moi juste, on peut le faire parce qu'on a une organisation d'une certaine taille, qu'on a des engagements de nos adhérents propriétaires forestiers de faire. C'est tout le sens du contrat coopératif dont je parlais en préambule, et donc une organisation, une infrastructure qui nous permet de nous projeter et de prendre des engagements. Allez, une petite dernière pour la route. Est-ce que vous avez perçu des changements dans les perceptions et les actions des propriétaires après on va dire après la crise de scolyte, par exemple? Oui, mais c'est très difficile de tirer des lignes forces de tout ça. On a toute une frange de la population des propriétaires forestiers qui perd espoir totalement et qui ne sont pas prêts à réinvestir et à repartir dans une nouvelle aventure. Ça, c'est indéniable, ça a accéléré ce mouvement-là. Mais on constate à l'inverse d'autres propriétaires forestiers qui se retroussent les manches et qui se disent, écoutez, voilà, on va repartir sur un nouveau projet. Un peu comme ça a été présenté dans la dernière intervention. Voilà, des propriétaires qui se mobilisent, certains qui sont prêts à racheter de nouvelles surfaces, à regrouper des choses et puis à réinvestir dans des nouveaux peuplements. Donc on ne peut pas trancher en disant, voilà, il y a de façon générale, la position des propriétaires forestiers, celle-ci. C'est une population extrêmement hétérogène avec des réactions qui peuvent être très très variées. Parfait, merci beaucoup, Alain Jacquet.